Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Conditions de vie difficiles pour les populations de Péry-Dakar. L'effort de défense respecte-t-elle la loi? Déclaration des partis politiques de l'opposition, tels sont les titres de cette édition d'information. Rebonsoir, merci pour la confiance sans cesse renouvelée au programme de TVS. Le calvaire des commerçants de la Péry n'est pas à son terme. En effet, après avoir retrouvé refuge dans une concession privée, ces dernières font l'objet de tracasseries policières. Un reportage sur les images de Fleury Asseondo. Si le vaccin est préventif, le sérum est curatif. Le déguerpissement des commerçants de la Péry ressemblerait à un vaccin car traité partiellement et non en profondeur. Suite à la décision de la municipalité de Libreville de déguerpir des trottoirs, ces femmes, pour la plupart veuves et démunies, ont trouvé l'asile dans un domicile privé à Venevoire afin d'écouler leurs marchandises. Mais leur présence en ces lieux ne semble pas plaire aux autorités qui auraient envoyé des éléments de la police les déguerpir de là. Un acte qui complique davantage l'exercice de l'activité de ces dernières, quand bien même dans une concession. On ne sait pas. On nous a dit de libérer le marché, on nous avait demandé de libérer le marché, on a libéré le marché, on a libéré les trottoirs. Nous sommes venus rentrer dans la concession privée. Tous les jours, les policiers viennent nous gaspiller les choses ici. Tous les jours, nous sommes embêtés. On va vivre comment? Nous sommes les jeunes mères gabonaises, on va faire comment? On va voler, on va nourrir les enfants comment? On a mis les gens, on ne peut pas rentrer, même dans le pauvre terrain. Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment? En ce moment-là, même en tout cas, on ne sait pas s'il y a un règlement de compte, mon fils. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Parce que là, maintenant, le pauvre, de rentrer là, dans le terrain là, on ne sait pas. Nous sommes les pauvres femmes, nous sommes les commerçants. Quand vous avez commencé le travail, vous nous avez dit que c'est l'opération libérer les trottoirs. Maintenant, on a libéré les trottoirs, nous ne sommes plus au trottoir. Nous sommes maintenant dans un terrain privé. C'est un fils, c'est un vrai Gabonais qui a peur, à pitié de leur maman. Il nous a donné la place pour vendre. Maintenant, vous venez nous embêter encore. Pourquoi? Selon les informations recueillies sur place, les raisons qui auraient motivé les autorités seraient le souci de préserver l'ordre public et celui d'éviter les embouteillages. Mais si l'exercice de leur activité se déroule à l'intérieur d'une concession, les raisons évoquées n'ont pas de sens. J'ai donné toutes les garanties qu'il n'y aura aucun débordement le long de la voie. Au lieu de faire la chasse aux sorcières, il serait judicieux qu'un espace soit aménagé pour ces femmes qui ont à leur charge de nombreuses familles. Les populations de Péry-Dakar passent des moments difficiles, surtout en cas de pluie. Le constat a été fait ce matin par nos reporters Efrem Biyogodzo et James Mikia ICC. Péry-Dakar, quartier situé dans le 3e arrondissement de Libreville, connaît depuis fort longtemps les problèmes d'adduction d'eau potable et du manque de canalisation pour les eaux usées. La politique mise en place par le gouvernement de la République depuis l'ère de feu Omar Bongo Ondimba de doter l'ensemble des quartiers de la capitale des voies d'accès et autres infrastructures modernes sème le doute dans le cœur des riverains. Comme si cela ne suffisait pas, le seul canal d'évacuation des eaux qui permettait jadis aux populations de pouvoir éviter les inondations en cas de pluie est à ce jour obstrué par Dambissi, qui fort de ses capitaux n'a pas trouvé mieux ailleurs. L'initiateur de l'émergence, c'est le président Ali Bongo Ondimba et nous le soutenons dans cette histoire. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est parce que nous vivons dans des situations difficiles à cause de la piscine qu'on a mis là depuis plus de 15 ans. À l'époque, il n'était pas encore président de la République. Mais je crois que comme il est arrivé, il va écouter mon cri en mon nom propre et au nom de tous mes riverains, les riverains de Péry-Dakar, parce que mon boîte est dans Péry-Dakar. Donc, nous sommes dépassés. J'ai adressé une correspondance à la République, à la présidence de la République, pour essayer d'énumérer les faits et les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis que cette piscine existe là et les inondations incessantes que nous vivons. Nous avons eu les pertes humaines à Péry-Dakar. Aujourd'hui, les compatriotes sont devenus des locataires parce qu'ils ont perdu le droit d'être propriétaires à cause de ces inondations qui ont dévasté les maisons. Afin de s'imprimer au mieux des dégâts causés chaque jour par les eaux, le chef de quartier a organisé cette visite de routine et interpelle les autorités afin d'éviter la disparition prématurée de celui-ci. Concernant les enfants gabonais sans acte de naissance, aujourd'hui il y en a 4000. Et notre quartier en fait partie à cause de ces inondations. Et aujourd'hui ce n'est pas de notre faute puisqu'il y a eu la mauvaise conservation de la mairie. La conservation a détruit
les registres d'état civil. Nos enfants aujourd'hui souffrent même pour passer le bac, qui n'arrive pas, le BPC n'arrive pas parce que vous connaissez la lenteur de notre administration. Pour avoir un acte de naissance aujourd'hui, c'est difficile. Une seule interrogation taraude les riverains de Péry-Dakar attend le lancement des travaux d'assainissement des bassins versants qui, il faut le souligner, leur cause du tort en cas de forte averse. Affaire à suivre. Un cratère au feu tricolore de STFO empêche la fluidité des automobilistes depuis plusieurs semaines. Une situation qui devrait interpeller le ministère des Travaux publics. Le point avec Arnaud Bassevabita sur les images de Jerry Murumuna. Le trou qui s'est formé au feu tricolore de STFO semble de plus en plus négligé, du fait que le pire n'y est pas encore arrivé. C'est dangereux là. Comme il y a ceux qui conduisent comme des fous, parfois ils ne surveillent pas le feu. Quand ils viennent, si l'autre a envie de passer, ça peut causer facilement aussi des accidents là. Tout ça. Comment comprendre qu'un trou qui impose sa visibilité sur la voie publique n'attire pas autant l'attention des pouvoirs publics? Pourtant, cette voie supplémentaire est hors d'usage depuis plusieurs mois. Parfois, la dégradation des routes est due à la qualité des travaux, pour ne pas dire à une mauvaise expertise. Ils doivent trouver une solution pour vite arranger. Regarde, du fait que ça a été d'abord mal travaillé, il y a déjà le trou et ça ne fait que se casser encore. Donc ils doivent se dépêcher à arranger ça parce que ça ne fait que prendre de l'ampleur, après ça va arriver jusqu'à l'autre côté. Donc c'est pas normal, ils doivent se dépêcher pour arranger ça. Dans tous les cas, les décideurs sont interpellés pour résoudre ce fait qui déstabilise la fluidité des automobilistes. Le manque d'abri à certains grands carrefours de la capitale gabonaise incommode les usagers, plus encore en saison pluvieuse. Le reportage est de Boris Onkiera sur les images de Jerry Murumuna. Les populations de Libreville sont confrontées à une situation qui passe parfois inaperçue, celle du manque d'abri dans les lieux publics. Nous pouvons, en effet, constater que dans des endroits tels que Rio, Yaï, échangeurs de Nzengayong, il n'existe pas d'espace où les riverains peuvent se protéger en cas de pluie, comme ce matin. Ou alors, lorsqu'il y a un soleil ardent, pendant qu'ils attendent un moyen de transport, qui pour aller à l'école ou au travail. Les Gabonais fustigent cet état des faits. Actuellement, c'est un problème un peu crucial. Ça dérange les populations. Au moment où il y a du soleil, des pluies, les gens ne savent pas là d'où s'abriter. Ce matin, j'avais complètement un grand souci. Je ne savais pas là d'où m'abriter. Il fallait proposer un taxi. Et je dépensais plus de 3 000 francs ce matin. Je dirais que ce n'est pas normal qu'on se mouille le matin en allant au boulot par exemple ou à l'école parce que ces genres de situations, on doit revoir ça. Les populations interpellent à cet effet les autorités compétentes afin de trouver une solution idoine. Mettre des abris à des endroits où se trouvent des personnes qui attendent beaucoup plus les taxis. Parce qu'il peut se mettre à pleuvoir ou pour les élèves à l'attente des bus, le soleil et tout. Donc il vaut mieux qu'on mette des abris à ces endroits-là. L'État devait trouver des hangars quelque part dans des grands carrefours, là où les gens pouvaient s'abriter. Il va donc falloir se pencher sur ce problème au vu de rendre plus facile le quotidien des Gabonais. Le taxi coûte de plus en plus cher pour les populations librevilloises. À l'origine de cette situation, la tarification par les conducteurs de taxi. Djed Moulungi et tout, Jerry Murumuna dans cet élément. L'augmentation de la tarification des trajets par les chauffeurs de taxi devient un problème épineux. On aurait l'impression d'être dans la cour du roi Péto. En effet, chacun, un bon matin, peut décider lui-même du trajet et de combien cela va coûter. Comme si il n'existait aucune réglementation en la matière dans ce pays. Chauffeurs et chargeurs de taxi ne donnent aucune raison valable. À Yaï, nous on travaille avec les taxibus. Et nous on charge. Donc dans le chargement qu'on fait, c'est selon le prix que le taxibus nous demande. Donc, quand il demande de charger un taxi à 200, on charge à 200. Quand il demande de charger un taxi à 100 francs, on charge 100 francs. Et quand il demande de charger un taxi à 300, on charge à 300.
C'est comme ça qu'on fait ici souvent l'habitude. Voilà, lorsqu'on est ici, ils vont au charbonnage, quelle est la direction ici? Les gens vont au charbonnage, au Fort Rouge, Zayon, à Gaoutier aussi. Il faut d'abord poser la question pourquoi ça se passe. Nous, on voulait les routes secondaires. Vous savez que dans les années antérieures, il y avait les routes secondaires. Hein? Et ça faisait en sorte que si, quittant d'ici pour le charbonnage, on pouvait emprunter une route secondaire, on devait arriver plus vite par rapport maintenant. Quittant d'ici le charbonnage, on fait parce qu'on a fait de 40-45 minutes. Et ça joue beaucoup sur la recette. Les clients qui sont les victimes de ces pratiques inadmissibles regrettent le silence de l'État devant la situation. Le peuple gabonais vit dans une situation vraiment précaire en termes de transport. Parce que les normes de transport ne sont pas respectées dans ce pays. Les chauffeurs, les clandomanes, eux, ils ont des tarifs fictifs et rien n'est contrôlé. Et c'est le peuple qui est toujours dans la souffrance tous les jours. Lorsque tu planifies 1000 francs par jour, tu te retrouves avec 2000 francs par jour de transport. Et c'est un calvaire. Vraiment, le tarif de taxi, maintenant, là, c'est pas vraiment surveillé en tant que tel. Sinon, l'État ne fait pas vraiment son travail sur la circulation humaine urbaine. Parce que chacun est indépendant de sa voiture, avec son véhicule, donc il donne son prix comme il veut. Les Librevillois lancent donc un appel à l'État et au président du syndicat des transporteurs. Au ministre des Transports et particulièrement au président du syndicat des transporteurs, parce qu'il faut qu'il s'entende avec ces transporteurs-là, que les clients ne sont pas des vulgaires, ce sont des personnes aussi qu'on ne nous torture pas comme ça tous les jours. C'est la souffrance. Et rien n'est contrôlé, ils nous imposent leur propre prix. Donc c'est la souffrance totale. Vivement que les autorités compétentes perçoivent les cris de ces populations et établissent des lois pour le bonheur de tous. À l'occasion du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais, la rédaction de TVS s'est intéressée sur les grands moments marquant la création de ce parti politique. Un récit d'Inès Ibinga de la Savane. En 1967, Albert Bernard Bongo succède au feu président Léomba à la tête du pays. Le 12 mars 1968, il crée le Parti démocratique gabonais. Au cours de ces 2 décennies du monopartisme, le Parti démocratique gabonais prend son essor et conforte sa position sur l'échiquier politique national, ce qui explique son hégémonie. En 1991, prend fin le parti unique, ce qui ne change en rien la mainmise du Parti démocratique gabonais sur la politique gabonaise. Notons toutefois que ce parti a connu des hauts et des bas, ce qui pour autant n'est pas resté sans conséquences, avec le départ des hiérarques. Aujourd'hui, une constellation des partis politiques s'est formée autour du Parti démocratique gabonais pour constituer le bloc de la majorité républicaine. Pour commémorer son 44e anniversaire, plusieurs activités ont été prévues, à l'instar des consultations médicales gratuites et la remise des prix, dont l'objectif premier est de se rapprocher des populations. La coalition des partis politiques de l'opposition et la société civile a fait une importante déclaration ce matin au siège du CDJ à Petit Paris. Donc voici l'extrait avec Nina Sandrine Moutinga et Fleury Aseondo. Déclaration de la coalition des partis politiques pour l'alternance et la société civile. Chers compatriotes, maintenant que le pouvoir PDG semble s'accorder sur l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, au gré de la longue lutte de l'opposition, il importe que vous souteniez de manière ferme et résolue certaines exigences que nous vous ferons connaître en temps utile. Du reste, la biométrie n'étant qu'un événement de transparence électorale, nous réitérons que ce seul instrument ne peut suffire à satisfaire l'ensemble des conditions nécessaires à l'effectivité de la démocratie pluraliste, notamment la refonte des institutions préparant et validant la tenue de toute élection en République gabonaise. Nous n'acceptons pas d'être mis devant le fait accompli.
Nous ne tolérerons pas aucune biométrie confectionnée sur mesure et pour le seul intérêt d'un pouvoir qui tient vaille que vaille à se conserver éternellement. Nous exigeons une commission tripartite, majorité, opposition, société civile, pour participer aux travaux de mise en œuvre de la biométrie, aussi bien en amont qu'en aval. Restons en politique, mais cette fois-ci au Sénégal. Les tractations en vue du second tour de l'élection présidentielle sénégalaise vont bon train. Si Macky Sall est assuré d'un soutien politique, Abdoulaye Wade, quant à lui, lorgne du côté des confréries religieuses. Regard sur une élection susceptible de se solder par l'alternance à la tête du pays de la Teranga avec Christian Maroga. En fixant la date du second tour de l'élection présidentielle au 25 mars prochain, ouvrez la voie aux tractations des deux challengers, en vue de rallier à leurs causes respectives le maximum de suffrages. Abdoulaye Wade, président sortant, arrivé en tête au premier tour avec 26%, n'ayant pas trouvé de soutien sur le plan politique, notamment parmi les recalés de la phase initiale de ce scrutin, a finalement jeté son dévolu sur les chefs religieux. Objectif, les convaincre à intercéder en sa faveur auprès de leurs fidèles. Un recours aux leaders religieux qui contraste avec la démarche amorcée par Macky Sall. Arrivé en seconde position au premier tour, l'ex-premier ministre bénéficie du soutien de la totalité des candidats éliminés au premier tour. Un apport qui permet à cet ex-protégé d'Abdoulaye Wade d'envisager sa victoire au soir du 25 mars prochain. Cela dit, il est important de rappeler qu'il y a 12 ans que Maître Abdoulaye Wade venait au pouvoir à la faveur d'un ralliement des candidats malheureux au premier tour, à l'instar de Moustapha Niasse. La formule à la mode alors était « Sopi » ou « changement ». Une configuration dans laquelle, semble-t-il, les Sénégalais se retrouvent à nouveau. Un nouveau Sopi qui se dessine avec cette fois-ci Abdoulaye Wade dans la posture d'Abdou Diouf et Macky Sall dans celle de Wade il y a 12 ans. C'est à croire que la vie, sans doute, est un éternel recommencement. Et dans l'optique d'une alternance à la tête du Sénégal, le M23 d'Alioune Tine, le collectif des rappeurs Yanamar, le célèbre musicien Youssou N'Dour et les 11 des 13 candidats à la présidence éliminés au premier tour pourraient jouer un rôle déterminant. Le refus des plus influents chefs religieux, notamment de la confrérie de Mouride, de prendre position en faveur de l'un des deux candidats, confirme davantage la perspective d'un changement. Et au cas où cette perspective devenait une réalité, on notera qu'après deux Sérères, Senghor et Diouf, un Wolof, Wade, la présidence sénégalaise serait revenue à un peul, c'est-à-dire Macky Sall. Bref, une alternative ethnique également souhaitée par une majorité de la population. Reste que projection n'est pas décision. Alors, le rendez-vous du 25 mars, au sortir du scrutin, tient lieu de délibération finale. Après la création de la ville de Port-Gentil, un conseil des sages a été mis en place par les responsables politiques de cette ville, afin de trouver les palliatifs pour le développement de la capitale économique du Gabon. C'est dans cette optique que le Conseil des sages a renouvelé son bureau. Dani Colette Touélé, Raïs Bouanga, un reportage de nos confrères de Média Plus Port-Gentil. La commune de Port-Gentil est relativement jeune. Les premiers maires nationaux sont arrivés vers les années 50 avec Étienne Makaga. En 2005, Maître Séraphin Dao Rembogo, alors maire de la capitale économique, propose de créer le Conseil des sages en tant qu'organe consultatif, pouvant émettre des avis et des suggestions aux maires, comme le rappelle l'actuel édile. Le Conseil communal des sages a été mis en place. C'est un organe consultatif qui aide le maire dans cette fonction. Donc il était tout à fait normal que nous puissions nous retrouver aujourd'hui, parce que cela fait plusieurs années que ce conseil-là existe, et comme le stipule le règlement intérieur, donc la décision portant création de cet organe, il est question que le bureau soit renouvelé tous les 2 ans. C'est ce qui n'a pas été fait depuis longtemps.
Le premier magistrat de la ville a convoqué ce jour les membres du Conseil des sages à une séance de travail en vue du renouvellement du bureau communal des sages plusieurs mois après le décès du président Émile Otando en application des dispositions contenues dans l'article 12 du règlement du Conseil des sages. Les nombreux départs volontaires et surtout les décès de certains membres parmi les 52 que compte l'organe ont laissé des vides. Les hommes passent, les structures restent. Depuis la mort de notre président Feu Otando Émile, on n'a pas eu l'occasion de se retrouver ensemble et d'élaborer des plans de remplacement de cet illustre président. Et voilà que c'est fait aujourd'hui. Le bureau du conseil communal doit être revu, y compris tous les autres bureaux. Il ne s'agit pas de reprendre les élections à zéro, parce que vous allez poser la question de savoir qu'est-ce que c'est cette rapport. Il est sorti un consensus qui est le suivant. Remplacer les tours, c'est-à-dire les décédés, les remplacer par ceux qui sont en poste, qui sont vivants dans les arrondissements, et repartir pour un délai de 2 ans afin de respecter le statut qui nous a été donné par le ministère de l'Intérieur. Le Conseil communal des sages est un énorme laboratoire de concertation et d'idées de développement de la commune en passant par l'harmonisation des rapports humains. On se souvient encore de la force de ces gens qui ont choisi de se mettre à la disposition de la mairie. En période de crise où il était difficile de gouverner le conseil municipal de Port-Gentil, ces hommes et femmes avaient ramené la sérénité. Les élections... Restons à Port-Gentil, c'est en présence des responsables politico-administratifs de cette ville que s'est déroulée la réunion de convention entre Gabon Télécom, Libertis et les opérateurs économiques de Port-Gentil. Un reportage toujours de nos confrères des Médias Plus. C'est une salle de mariage de la mairie du 1er arrondissement pleine qui aura prêté son cadre à la convention d'entreprise de Gabon Télécom Libertis, organisée à l'intention des opérateurs économiques de la Cité du Sable avec pour objectif montrer la capacité de l'opérateur à accompagner les entreprises par le biais des offres pro. Rencontre rehaussée par la présence du directeur général du groupe et les autorités politico-administratives en tête desquelles le gouverneur, lequel aura dit la portée de celle-ci. D'apporter à l'ensemble des opérateurs économiques et des clients des informations sur les objectifs que s'assigne Gabon Télécom Libertis dans le développement des télécommunications dans notre pays, et cela dans l'optique de l'édification du Gabon des services que prône Monsieur le Président public, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Lucène Oussala, directeur général, présentera son entreprise à l'assistance et les opportunités pour les entreprises d'utiliser les produits Gabon Télécom Libertis. Le premier objectif, c'est de vous assurer et de vous réconforter par rapport à notre opérateur, qui est Gabon Télécom, c'est l'opérateur historique. C'est l'opérateur qui était leader à l'époque en 2000 et dont l'État toujours à 49%. Et c'est pour vous assurer que Gabon Télécom Libertis aujourd'hui, c'est une stratégie irréversible, a commencé à adopter des standards internationaux en la matière des services de télécommunications. Donc je vise dans ce séminaire, quand on va terminer, que toutes les entreprises ici à la place de Port-Gentil s'assurent qu'effectivement on dispose des meilleurs services, des services standards en la matière. Les responsables des entreprises au cours des différentes présentations sur les thèmes infrastructure, télécom, présent, avenir, notre savoir-faire. Nous avons fait des investissements pour que le client sur le plan téléphonique puisse toujours avoir la satisfaction. Mais la satisfaction n'était pas à l'heure actuelle par rapport à la l'ADSL. Comment résoudre ce problème? C'est rapprocher l'équipement pour les servir l'ADSL près de l'abonné. Donc cet investissement a été fait, nous allons vous le présenter. Il faut transporter les signaux de Port-Gentil à Libreville. Il faut aussi sécuriser ce support. C'est la volonté affichée par Gabon Télécom qui est déjà concrétisée. Nous avons investi non seulement dans l'augmentation de la bande passante des supports de transmission, mais également dans l'installation d'un deuxième support de transmission FH qui viendrait sécuriser ce support, ce transport. Et
les souvenirs de coupures intempestives ou autres ne seraient que des souvenirs très lointains. L'offre globale au monde de l'entreprise. Au niveau de l'infrastructure, que nous avons des capacités qui nous permettent de vous donner, de mettre à votre disposition des offres à la fois conçues par vous, les télécoms, ou à l'image de ce qui se passe au niveau international. Nous avons beaucoup souffert des services de télécommunication depuis la perte de l'OPT pour arriver à Libertis et Gabon Télécom. Auront donc découvert Gabon Télécom Libertis, le tout entrecoupé d'échanges avec l'auditoire. Globalement, Gabon Télécom Libertis se veut être le fournisseur numéro 1 des solutions globales fixes, mobiles, Internet, de par sa présence sur l'ensemble du pays. Des répressions en Syrie, 47 personnes ont été tuées par les hommes du régime. Un reportage toujours de nos confrères de la presse internationale. Hier soir à Homs, dans les quartiers de Karma al-Zetoun et El Adawiye, au moins 6 familles ont été tuées par les Shabiha, les hommes du régime. En tout, 47 personnes. Certaines ont été égorgées, d'autres poignardées partout sur leur corps, avec des armes non identifiées. Malheureusement, d'autres ont été brûlés et nous ont été amenés carbonisés. En majorité, ce sont des femmes et des enfants. Mesdames et messieurs, à présent, notre rubrique Expression libre. Voici la question du jour. Que pensez-vous de l'interdiction des boissons alcoolisées dans nos plages? Reportage. On n'est pas content de ces décisions. C'est par rapport à la pauvreté qui se passe. Nous vivons avec ça. Si on nous interdit de vendre des alcools à la plage, c'est pas une bonne chose. Parce que bon, la plupart des populations gabonaises, ici, on vit avec le vin. Donc quand on arrive avec des jus non alcoolisés, en fait c'est une perte pour nous. En bref, l'État, logiquement raison. L'état d'ivresse au niveau de la plage n'est pas normal. Malgré que les vendeurs se disent que oui, on leur refuse de ne pas vendre. C'est aussi, ça permet de ne pas vendre l'alcool au niveau de la place. C'est une manière de mettre les gens à l'état d'ivresse. Je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que on ne peut pas être bourré à la plage. Moi je trouve que c'est un danger. Donc le jus c'est mieux. On ne peut pas s'exposer à la plage quand on est déjà fatigué. Après, on peut s'en prendre. Risque noyade. Risque noyade. Voilà. Moi je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne initiative parce que au niveau de la plage, nous avons plusieurs sortes d'individus ici. Nous avons les gens qui ne consomment pas de l'alcool, nous avons aussi certainement des enfants qui viennent découvrir qu'est-ce qu'on appelle par exemple la plage, découvrir certaines choses par rapport à la culture, nos cultures gabonaises. Et puis quand on prend une initiative comme ça, c'est vraiment louable parce que il y a des gens qui prennent de l'alcool, après il y a les noyades, il y a on peut aussi par exemple prendre un enfant, le temps de s'amuser par exemple, la personne peut être dépassée de la joie quoi, parce qu'après la joie vient. Cela fait exactement aujourd'hui 5 jours que le matériel TVS est réquisitionné au B2. En raison de la liberté de la presse en République gabonaise, TVS réclame sa caméra et éventuellement un dédommagement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation, Frégis Obam-Toutoum, derrière la caméra, Jerry Mouroumouna. La coordination générale, Nina Sandrine Moutinga, et la supervision générale, Monsieur Jean-Raymond Mouboti. Je vous retrouve demain à 19h30, mais qu'à cela ne tienne, portez-vous comme un charme.